Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici au 49e numéro de votre émission de divertissement Tuvision. Sans plus tarder, je vous installe avec ce feat de P-Square à Willow, ennemi solo. C'est parti, Pointo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois à bord de votre émission de divertissement Tuvision. Tuvision sera pour vous ce soir, monsieur François Kofi Aoudou. Merci d'être sur Tuvision. Merci, Véni Venance. Et je dois déjà vous dire merci, surtout par rapport à tout ce que je viens de découvrir chez vous, parce que je me suis rendu compte que silencieusement et patiemment, vous faisiez un travail formidable. Donc, merci à vous. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes consultant, vous êtes journaliste en stratégie de médias, vous êtes professeur, vous êtes écrivain. Alors, ce parcours... L'amour pour le livre. Bien sûr, j'aime les livres, ça je dois le dire, et peut-être vous informer que c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait les lettres modernes à l'Université nationale du Bénin. C'est le premier diplôme que j'ai fait, c'est d'abord sur les lettres modernes. Donc c'est pour vous dire que j'aime le livre, la lecture est ma première passion. Et qui parle de livre, parle de plumes, et c'est pour cela que je n'ai pas pu rester loin du journalisme qui a été le premier métier que j'ai exercé dans ma vie. C'était qui votre modèle à l'époque? On buvait qui? On écoutait qui? Bon, à l'époque, moi, qui vous ai dit que j'ai fait les lettres, il n'y avait pas un auteur précis. On nous faisait lire un peu de tout, aussi bien au plan africain qu'au plan français et au plan international. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'écrivains qui m'ont marqué. Et comme vous m'avez dit qui est mon modèle, je dois peut-être remonter un peu plus loin, peut-être vers le primaire où des auteurs comme Victor Hugo, Lamartine, et autres, La Fontaine, nous ont durablement marqué et jusqu'à présent, nous avons quand même retenu un certain nombre de leçons de vie des textes de ces auteurs qu'on nous a fait lire dès notre jeune enfance. Alors, vous êtes expert dans les médias, radio, la presse écrite, la télé. Est-ce que ça marche bien au Bénin? Bon, je ne peux pas dire que ça marche parce que les potentialités sont là, mais tout dépend de ce que chacun en fait. Pour ce qui me concerne, j'ai eu un peu de chance et je suis beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Je dois à ce propos vous dire que depuis une quinzaine d'années, je l'ai exercé essentiellement à travers le monde en travaillant pour un certain nombre d'organisations internationales telles que les Nations Unies, l'UNESCO et essentiellement l'Organisation internationale de la francophonie qui m'a permis de faire pratiquement 4 continents, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique, n'en parlons pas. Donc je ne peux pas dire que ce n'est pas... C'est très intéressant, c'est très édifiant, mais tout dépend de ce que chacun en fait. Parce que je prends votre cas, Véni Venance aurait pu s'asseoir dans son coin qu'aujourd'hui, il ne serait pas en train de faire tout ce qui m'émerveille ce matin. Voilà. Merci encore d'être avec nous. Vous avez un très beau bouquin. Ce bouquin, regarde caméra, vous l'avez vu, Le mal transhumant. Bientôt les élections présidentielles en Afrique, surtout au Bénin. Pas qu'au Bénin. Dites-nous, c'est quoi? Infidélité politique dans le Bénin démocratique. Bien sûr, bon... C'est dû à quoi ce titre? Non, le titre n'a fait que refléter. Vous savez, sur le titre de ce livre, par exemple, il y a, je ne dirais pas une controverse, mais une petite réserve d'un certain nombre d'auteurs ou de chercheurs, disons, universitaires, qui estiment que le bon titre par rapport au contenu de l'ouvrage, ça ne devrait pas être Le mal transhumant. Ça a été fait quand? En 2004. Cet ouvrage a été publié en 2004. Préfacé par qui? Préfacé par le représentant de la fondation Konrad Adenauer, parce que c'est cette fondation qui m'avait appuyé pour l'édition de l'ouvrage. Et le monsieur qui l'avait fait, il s'appelle Klaus Lotzer, c'est un Allemand, qui dirigeait la fondation Konrad Adenauer à l'époque. Peut-être, si vous le permettez, je raconte rapidement une anecdote. Puisque vous-même, bien sûr. Puisque vous-même, je constate que vous avez été un peu, disons, surpris par le titre de l'ouvrage. Tout à fait. Parce que généralement, lorsqu'on parle de transhumance, cela a rapport avec les animaux. Et
Quand j'avais fait le projet de cet ouvrage, j'avais pris contact avec la fondation. Le jour, le représentant de la fondation, Klaus Lotzer, quand il m'a reçu, il dit « Ah non, monsieur Aoudo, ici, nous ne nous occupons pas de l'agro-pastoral, hein, de l'élevage. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Et il a raison. Il dit « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » Je lui ai expliqué que il y a une pratique qui s'observe un peu partout en Afrique. Il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a même pas de centre. Et c'est par rapport à tout cela que l'opinion publique béninoise a voulu symboliser par l'appellation transhumance politique. Et que moi j'ai voulu reprendre le terme, d'autres parleraient peut-être de nomadisme, mais j'ai voulu suivre cette appellation qui a été consacrée par l'opinion publique béninoise. Voilà de quoi il est question. Alors, monsieur François Kofi Aoudo, vous venez de suivre le Vox Pop, notre artiste du jour. Dites-nous, vous étiez quoi au départ? Personnellement, comme j'ai commencé à vous le dire au début de l'émission, j'ai une formation en lettres modernes, j'ai fait une maîtrise en lettres modernes à l'Université nationale du Bénin. Et j'aurais pu être un professeur de français, comme la plupart de mes camarades d'amphi de l'époque. Mais je n'ai pas choisi cette voie, j'ai choisi de faire le journalisme. Et c'est pour cela, c'est comme cela que j'y suis depuis. Dès le départ, c'est ça que j'ai fait. À l'époque, il n'en existait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je fais référence à la dernière liste publiée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, nous devons avoir plus de 80 quotidiens. Donc c'est comme cela. Après, il y a eu les Échos du jour, où on a retrouvé une bonne partie de ceux qui avaient commencé au matin, Édouard Loco, Michel Tiano, et nous étions chapeautés à l'époque, c'était une chance, par des aînés comme Maurice Chabi et le doyen Germain Adélacon, pour qui j'ai une pensée. Voilà ceux qui nous ont forgé un peu dans le journalisme. Voilà comment j'ai commencé. Et il y a environ une quinzaine d'années, il m'a plu de commencer à faire les consultations. Et là-dessus, je me dois de rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus, Jérôme Badou, qui m'avait fait un des correspondants de l'agence de presse qu'on appelait SIFIA International, qui était à Montpellier, dont le bureau régional Afrique de l'Ouest était ici. Donc il m'a fait au Bénin. Donc c'est avec lui, c'est d'ailleurs lui qui m'a, avec un autre qui est aujourd'hui fonctionnaire international, Emmanuel Adjovi, ce sont eux qui m'ont lancé sur la voie des consultations et je ne suis pas du tout déçu, la passion m'a pris et depuis je n'en suis pas sorti jusqu'à présent. C'est vrai que je n'ai jamais rompu avec le journalisme puisque j'ai monté un site d'information qu'on appelle l'Intertropique aujourd'hui pour me permettre pour que je puisse continuer à écrire. Alors, monsieur François Kofi Aoudo, vous venez de suivre le Vox Pop, notre artiste du jour. Je vais d'abord vous donner mes impressions en tant simplement que mélomane. Et en tant que mélomane, je peux vous dire que je me retrouve parfaitement dans ce qu'il fait, simplement parce que je suis sensible à tout ce qui est local, puisque nous sommes dans le domaine culturel. Moi qui suis né à Porto-Novo, qui ai grandi à Porto-Novo, qui ai fait toute ma scolarité ici, vous pouvez comprendre que je sois sensible à cela, parce que c'est des rythmes qui ont bercé mon enfance, déjà. Donc, je m'y retrouve parfaitement. Et quand ils chantent, cela me rappelle pas mal de faits, de réalités qui remontent peut-être à 40 ans, quand j'étais beaucoup plus jeune dans cette ville. Donc, je suis vraiment très content du travail qu'il fait. Mais ensuite, ce que je dois vous révéler aussi, c'est que Ricos Campos, c'est quelqu'un que j'ai connu peut-être depuis le berceau, parce que j'ai fait les bancs avec certains de ses aînés, notamment un qui n'est plus au pays actuellement, qu'on appelait Sylvanus de Campos. Donc je l'ai connu très très petit, je l'ai vu évoluer et j'ai compris finalement que ce garçon, il était condamné à faire de la musique. Parce que depuis l'enfance déjà, quand vous le voyez, vous vous rendez compte qu'il ne faisait que ça. Et quand à l'époque, vous voyez ce garçon écouter ou bien vous apprenez qu'il y a un spectacle qui est donné par quelqu'un de bien connu qu'on appelait amiquement à l'époque, Accordiano Michel, il était fou d'un artiste comme celui-là. D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'il lui rend hommage de temps à autre dans ses chansons. Merci et félicitations encore pour l'œuvre. C'est fantastique. J'ai lu Le loup tribut payé par les petits partis. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous savez, la transhumance politique dont nous parlons, cela consiste en quoi? Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a même pas de centre. C'est-à-dire, les hommes politiques, ils vont dans le sens où les intérêts les mènent. En procédant ainsi, ils ont contribué à défaire un certain nombre de formations politiques qui aujourd'hui auraient pu avoir l'envergure du Parti socialiste français, par exemple. Et quand je parle de lourd tribut payé par les premiers grands partis du pays, quand je prends la période du renouveau démocratique, quand vous prenez un parti comme NCC, qui était l'une des formations politiques les plus structurées, où vous avez des têtes bien faites à l'époque, je crois que c'est cette transhumance qui a contribué, au-delà de la querelle qu'ils ont eue, et qui n'était pas une querelle idéologique, qui a contribué à défaire et à faire disparaître quasiment cette formation politique qu'on appelle l'UNCC. Vous prenez l'ADP du professeur Akindès, Adekpédiou,
qui était une formation politique aussi où vous aviez vraiment des têtes bien faites à l'époque. Mais dès lors que pour des raisons tantôt régionalistes et autres, les gens ont commencé par déserter cette formation politique, vous vous rendez compte que ça s'est vidé. Même la Renaissance du Bénin, qui était une machine lourde au départ, parce que c'est une formation politique qui a été créée à l'homme du pouvoir, et dès lors que vous perdez le pouvoir, ce n'est pas évident que les gens puissent rester. Ça, c'est vrai, on a vu l'Union fait la nation. Exactement. Donc, vous voyez, ces formations, quand je prends le FA, la FIA, la Renaissance du Bénin, le PRD, heureusement, tient encore. Sinon, cette formation politique aussi a payé un lourd tribut par rapport à la transhumance politique ici. Donc, c'est à cela que je faisais déjà allusion en 2004 dans cet ouvrage. L'affaiblissement que la transhumance a contribué à faire exercer sur ces grandes formations politiques du début du nouveau démocratique dans notre pays. Alors, dites-nous, est-ce que ça continue ou pas? Ça continue et ça s'est aggravé parce que à l'époque, quand moi j'ai rédigé cet ouvrage, c'était scandaleux chaque fois qu'on apprend qu'un homme politique a déserté sa formation politique pour rejoindre une autre formation politique. Oui, c'est pas un problème de background? Peut-être un problème de background, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il va falloir, puisque il m'est arrivé de me retrouver dans un certain nombre de rencontres scientifiques et de rencontres internationales où j'ai vu des spécialistes de sciences politiques et autres réfléchir, des députés et autres, et je crois qu'il est question aujourd'hui que les gens puissent avoir le courage de légiférer pour resserrer un peu l'étau afin de discipliner un peu nos hommes politiques. Je crois que ça peut contribuer. Peut-être un problème de background, mais on ne peut pas dire que c'est le background seul qui crée ça. Vous savez, pendant longtemps, le Bénin, sous la période qu'on a appelée révolutionnaire, c'était une période de monolithisme à tout point de vue, y compris au plan politique. Mais à la conférence nationale, on a ouvert les vannes. Mais dès qu'on a ouvert les vannes, c'était normal. On ne pouvait pas à l'époque tenter de mettre encore un intervalle ou bien une barrière. Donc, on a ouvert les vannes, si bien que les gens sont allés dans tous les sens. La liberté, on en a besoin. Mais il ne faudrait pas que la liberté non plus devienne de l'anarchie. Parce que quand vous prenez la Constitution et vous prenez la loi sur le statut et les partis politiques également, il est bien dit que les partis politiques animent la vie politique. Former le citoyen, c'est d'abord le rôle des formations politiques. Est-ce que c'est en procédant ainsi, en ayant de petits partis, je ne sais pas s'il faut les appeler particules, que ce rôle peut être joué? Donc, quelque part aussi, le débat le plus envieux aujourd'hui, c'est de dire l'État a tort de ne pas financer la démocratie et les formations politiques. Mais si on le fait, il faudrait qu'il y ait un minimum de conditions pour que les gens puissent se fidéliser par rapport à leur formation politique, afin que ces formations politiques soient consolidées, se développent, pour jouer convenablement le rôle pour lequel le citoyen aura raison qu'on mette son argent pour financer ses formations politiques. François Kofi Aoudo, vous êtes expert stratégie média, la presse écrite béninoise. Est-ce que ça marche? La presse écrite béninoise, je ne peux pas dire que ça ne marche pas, puisque je vois les gens sont là et il y a un certain nombre d'organes de presse qui sont sur la place des journaux que nous avons tous les matins. Mais dans le même temps, on ne saurait... Je parle de l'éthique. Vous savez, dans notre paysage médiatique, nous avons des organes de presse et nous avons des journalistes qui sont bons, mais nous en avons qui sont moins bons également. Moi, ce que je voudrais regretter personnellement, vous le savez bien, que j'ai dirigé l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ici. Tout à fait. Et cumulativement, à l'époque, j'étais le secrétaire général du réseau des instances africaines d'autorégulation des médias. À l'époque, ce qui m'a permis quand même d'avoir une vue plus ou moins panoramique sur ce qui se fait ici et ailleurs. Quand j'observe ce qui se fait, je me dis qu'au plan de l'éthique, nous avons du chemin à faire. C'est vrai que c'est un apprentissage, c'est une formation de longue haleine, mais la presse béninoise est telle aujourd'hui que je prends ma propre expérience. Vous formez 10 personnes aujourd'hui, demain matin, 20 autres arrivent. Parce qu'il n'y a pas de limite, c'est ouvert. Si bien qu'on ne verra jamais l'impact de la formation que vous faites. Quand vous prenez n'importe quel métier, il faut qu'on puisse dire quand même que notre métier se fait suivant telle norme. Quand moi j'avais démarré, il y avait un cadre qui permettait, parallèlement à ce que je dis, de jouer ce rôle. Moi, je me souviens bien, ils sont là, des aînés comme Noël Alagbada, Maurice Chabi, un certain nombre, dont j'en oublie parmi eux, qui pouvaient vous appeler le matin pour dire, écoute, mon jeune confrère, ce que tu as fait ce matin, c'est une bêtise. Hein. Sans que tu en prennes ombrage, sans que tu prennes ça pour une injure. Aujourd'hui, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile et je le regrette. Mais nous, ça a contribué vraiment à nous former. On n'en faisait pas une injure. Est-ce que des pratiques de ce genre existent encore aujourd'hui? Je ne crois pas. Et je crois que cela joue essentiellement sur la qualité du travail qui est présenté. Mais je dois quand même dire, j'insiste là-dessus, que nous avons du bon dans notre presse. Parce que quand je prends le début de la presse et ce que nous avons aujourd'hui, au plan technique, il y a par ailleurs des améliorations. Il y a quelques années, personne n'aurait pensé que vous auriez pu prendre cette initiative. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Et en le faisant, vous appuyez nos chaînes de télévision aussi bien ici qu'à l'international.
La visibilité. Parce que les chaînes de télévision n'ont pas toujours le recul nécessaire, ni les moyens, ni le personnel qu'il faut pour faire de la production, qui demande plus de moyens, plus de temps, comme vous le savez. Donc, là-dessus, je crois qu'on a du bon et on a du moins bon, mais c'est de notre devoir de faire en sorte que tout le monde soit bon. Du moins, c'est la finalité. Ça doit être un objectif. Monsieur François Kofi Aoudou, merci infiniment d'être passé cette émission. Votre livre intitulé Le mal transhumant, c'était en 2004. Et juste avant ça, c'était quoi? Et on est en 2015 quand même. Oui, avant cela, je dois peut-être dire que dans mes ouvrages, il y en a que j'ai écrit seul. Oui. Il y en a que j'ai coécrit avec d'autres, je dirais, confrères, notamment Wilfried Adon, avec qui je suis sur la 3e expérience, puisque nous avons un livre sous presse actuellement encore. Mais avant le mal transhumant, il y en a qui sont des collectifs, j'ai dit, avant le mal transhumant, il y a eu les bons plans des Africains. C'est un ouvrage qui porte essentiellement sur les problèmes, puisqu'on est en train de parler de COP21 en ce moment. Donc c'est un certain nombre de correspondants de l'agence CIFIA internationale dont je vous ai parlé, qui ont contribué à rédiger cet ouvrage collectif qu'on appelait les bons plans des Africains. Plan P-L-A-N-T. Avec à la fin. Voilà, des Africains, c'était en 2000. Après, il y a eu le mal transhumant. Après le mal transhumant, il y a eu Billets en vrac dans la zone franche. C'était un ouvrage que j'avais rédigé à l'époque pour rendre hommage à ce doyen dont le talent m'a beaucoup ébloui, un des plus grands chroniqueurs judiciaires de l'histoire de la presse béninoise, le plus grand billettiste que la presse béninoise a connu. Et je dois signaler au passage qu'il n'a jamais fait une école de journalisme. Après cela, en 2007, il y a Bénin, une démocratie prisonnière de la corruption. Après cela, on a réalisé un livre interview ensemble avec le général Kouyami. Affaire d'État, le général Kouyami parle. Ça, c'était en 2011. Alors, dites-nous, le général Kouyami, c'était comment? Bon, je ne peux pas dire que c'était facile parce que vous connaissez l'homme. Ce n'est pas à moi de vous faire découvrir le général Kouyami, qui est quand même un de nos officiers de caractère. Bon, quand il était tranquille chez lui un matin, puisqu'il ne parlait plus depuis un certain nombre d'années, quand nous sommes allés le voir, pour dire, bon, en général, nous voulons vraiment que vous puissiez nous accorder cette interview, mais ça va être un ouvrage. Mais à condition que vous acceptiez de dire tout. Et il dit, vous êtes sûr que si je dis tout, vous pouvez publier? On a dit oui, on a commencé, mais je peux vous dire qu'après 21 heures d'enregistrement, sur un certain nombre de semaines, c'est nous qui l'avons supplié pour ne pas mettre un certain nombre de choses. Finalement, c'est pour dire qu'on a été plus que comblés. Dans cette même année 2011, il y a eu un ouvrage qu'on appelle Les crises électorales du Dahomey au Bénin, 1960-2011, qui a été un travail magnifique, essentiellement fait par le professeur Pierre Métinkoui, à qui je dois rendre hommage, et un ami, un grand ami qu'on appelle Joël Ataï-Guédégui, et que j'ai coordonné également. Je dois profiter pour parler de 2010, où il y a eu Logique marchande et financement de la presse au Bénin, qui est un ouvrage collectif également, qui a été fait. Et en ce moment, j'ai un livre sous presse, qui a été co-rédigé avec mon collègue Wilfried Adon, une fois encore, et qui va apparaître certainement dans les prochaines semaines. Est-ce que vous vivez de l'art? Je ne vis pas de mes ouvrages, je vis beaucoup plus de mes consultations. Monsieur François Kofi Aoudou, dans votre parcours, quel pays vous a marqué le plus? Le pays qui m'a marqué le plus, et c'est parce que nous y sommes actuellement, c'est le Burundi, où j'ai pu quand même effectuer près de 6 missions ces 10 dernières années sur ce pays. Et j'ai été surpris qu'après le génocide et tout ce que nous connaissons, que ce pays ait fait beaucoup d'efforts pour remonter la pente. Et que subitement, depuis quelques mois, je me rends compte que ce pays est en train de sombrer à nouveau. Vous pouvez comprendre quand même que ça m'a un peu meurtri, parce que j'ai vu l'effort qu'ils ont fait après tout ce qu'ils ont vécu auparavant pour sortir la tête de l'eau. Et si bien que tout ce qui se passe dans ce pays actuellement, quand je regarde, je dis non, il ne mérite pas ça. Un pays dans lequel je compte pas mal d'amis. Et je dis, bon, il ne mérite pas ça. Ça m'a marqué vraiment. Vous avez suivi l'entretien avec l'artiste Ricos Campos. Quel conseil pour l'artiste? Je peux lui dire de continuer, de persévérer, lui dire mes encouragements en tant qu'aîné et en tant que quelqu'un qui aime sa musique. Est-ce qu'il vous arrive parfois de suivre les films africains? Il m'arrive de suivre des films africains. C'est vrai que je ne suis pas un amateur de films, mais il m'est arrivé de suivre un certain nombre de films africains, Cédo de Ousmane, qui sont essentiellement des romans qui ont été portés à l'écran. Mais il y a eu un feuilleton que j'ai suivi récemment, même si je ne suis pas un amateur de films, Ma famille, qui est une série qui m'a plu, simplement parce que je me retrouve à travers ces personnages, je me retrouve à travers le décor, contrairement aux séries mexicaines ou brésiliennes où on vous montre des châteaux avec lesquels vous n'avez rien à voir. Chers téléspectateurs, merci d'être sur Télévision. Bientôt les élections présidentielles au Bénin. Vous avez écrit un ouvrage intitulé Le mal transhumant, l'infidélité politique dans le Bénin démocratique. Qu'est-ce qui a été prévu pour nous? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, je n'ai pas une solution, une baguette magique pour dire voilà ce qu'il faut faire. Mais je voudrais quand même que les uns et les autres prennent conscience de l'enjeu.
par rapport aux élections que nous avons en vue. Parce que lorsqu'on parle d'élections, il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de la destinée de toute une nation, de tout un peuple. Je voudrais qu'au-delà des intérêts que les uns et les autres peuvent être amenés à défendre, qu'ils puissent se dire qu'au-delà de tout, ce qui compte, c'est la nation, ce qui compte, c'est l'avenir, et à côté de ces intérêts, qu'on puisse mettre les intérêts de la nation et essayer de faire un arbitrage, trouver un moyen terme entre ces intérêts et les enjeux d'envergure nationale. Alors, à vos heures perdues, vous faites quoi? Le sport, la musique? Vous voyagez? Le sport s'impose à moi. Je fais le sport de temps à autre, les matins, essentiellement avec mon chien. Je le prends et on va faire un peu de jogging, notamment, surtout les dimanches matins, je le fais. Mais les voyages, j'en ai beaucoup fait ces dernières années et ça ne m'a pas déplu parce que ça permet quand même de découvrir d'autres réalités. Vous venez de parler de la presse béninoise. La plupart des consultations que j'ai faites à l'extérieur, c'est sur les médias. Ce qui m'a permis de me rendre compte que pendant que nous disons qu'il y a du mauvais ici, il y a pire ailleurs. C'est vrai que nous n'allons pas nous déterminer par rapport à ce qu'il y a d'anormal. Vous n'êtes pas que journaliste, expert en stratégie des médias, bientôt les élections présidentielles. Alors dites-nous. Sans oublier que le journalisme a été le premier cadre qui m'a mis en contact véritablement avec les élections. Parce que déjà au matin et autres, j'ai eu à couvrir un certain nombre d'élections présidentielles et législatives. Vous savez, généralement en matière électorale, c'est récemment la LEPIC peut-être qui nous a permis de nous rendre compte que lorsqu'on parle d'élections et qu'il y a un peu de frilosité, les gens pensent que c'est au niveau du contentieux lié aux résultats qu'il y a des problèmes. Mais la LEPIC nous a permis de nous rendre compte que déjà en amont, au moment de mettre en place la liste électorale, il peut y avoir tout un contentieux lourd et la LEPIC nous a fait découvrir tout cela. C'est pour vous dire que dans le domaine des élections, il y a du boulot, il y a énormément du boulot, surtout en Afrique où les élections constituent toujours une période sensible. C'est partout ailleurs, mais en Afrique spécialement. Et par rapport à un certain nombre de difficultés que nous observons, parce qu'au début des années 90, le vent de démocratie a permis quand même à un certain nombre de pays de se mettre sur la voie de l'alternance. Mais depuis quelques années, vous avez vu la résistance d'un certain nombre de dirigeants africains à aller dans ce sens, ce qui en rajoute à tout ce qu'il y a comme difficultés liées aux élections. C'est-à-dire que si les élections devraient se dérouler normalement, il y a déjà quelques difficultés parce qu'il y a toujours une petite tension par rapport à la période électorale. Mais quand on voit cette résistance d'un certain nombre de dirigeants, cette résistance conduit à un certain nombre de difficultés supplémentaires. Alors dites-nous, dans nos pays africains, est-ce qu'il y a des modèles à suivre pour l'organisation des élections? Mais écoutez, aujourd'hui, si tout le monde cite le Burkina comme modèle, cela est significatif. Ce que le Burkina a fait, c'est ce qui devrait être fait. Les Burkinabés l'ont fait et aujourd'hui ça fascine tout le monde, à commencer par moi. Les Burkinabés ont fait une élection, le lendemain déjà ils ont le résultat pendant que nous, généralement, nous attendons 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, le manque de confiance a fait qu'au Bénin, nous avons mis en place tellement de structures, tellement d'étapes que nous aurions bien voulu donner les résultats le lendemain, mais nous n'aurions pas pu. Parce que quand vous voyez toutes les étapes qu'il faut faire, mais les Burkinabés, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on devrait faire. Mais c'est si rare sur le continent que dès que ça a été fait, tout le monde est fasciné. C'est à leur actif. Et je les admire pour cela et en espérant qu'un jour dans mon pays, que ça puisse se faire également. Parce que ça nous fera l'économie des tensions. Ça nous fera l'économie des disputes. Ça nous fera l'économie en termes de sous, et ainsi de suite. Alors, le président Mathieu Kérékou, c'est qui pour vous? Bon, le général Mathieu Kérékou, c'est celui que j'ai découvert quand moi, dès le berceau. Oui. C'est celui que j'ai découvert. Donc vous pouvez comprendre qu'il a marqué une bonne partie de ma vie. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que son image restera en nous comme l'un des plus grands hommes politiques, l'un des plus grands hommes d'État, même si lui-même il n'a jamais accepté qu'on l'appelle homme politique, l'un des plus grands hommes d'État que le Bénin a connu. Et surtout en le comparant à d'autres, je ne veux citer personne, on se rend compte qu'il fut grand. Chers téléspectateurs, notre invité s'appelle François Kofi Aodo, il est expert en stratégie des médias. Merci d'être sur cette émission. Notre invité a le choix d'un clip. Les yeux fermés, je parle de Hongan, de Ignace Dom Métoc. Suivons ensemble le choix de notre invité, Hongan de Dom Métoc. C'est parti. Moi je suis un homme libre. I'm a free man. Je vais faire le tour du monde comme le vent qui souffle. Et quand j'arrive à une porte, oui, elle s'ouvre toute seule. Dans un lot d'accord.
Monsieur François Kofi Aodo, nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes consultant en stratégie des médias. Qu'est-ce que vous avez vu sur TouVision? Ce que j'ai vu sur TouVision, il doit commencer par le dire d'abord, comme je l'ai fait dès que j'ai franchi le seuil de cette boîte, à savoir que je suis fasciné par rapport à cet effort que vous avez pu faire silencieusement depuis quelques années. Moi, personnellement, je ne savais pas que vous êtes présent, à part l'émission qui passait, on voit de temps à autre. Et j'ai vu l'investissement au plan humain, au plan financier, au plan logistique. Et je vous dis d'abord, ma fierté, ma fascination par rapport à ce travail, c'est important. Et ça m'a permis de me rendre compte que lorsqu'on a la foi par rapport à quelque chose, lorsqu'on a la passion de faire quelque chose, on peut y arriver. Parce que je vous ai vu évoluer. Tout à fait. Et c'est pour cela que je me permets particulièrement de vous dire ma fierté. Vous venez de me prouver une fois encore qu'on n'avait pas tort de montrer à nos jeunes frères et sœurs qu'il y a des potentialités énormes dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Et qu'il va falloir que les gens trouvent le partenariat nécessaire pour que ces jeunes-là puissent faire des stages dans des structures comme les vôtres. Ça va les convaincre beaucoup plus que de s'asseoir en amphi pour prendre des cours. Bon, merci pour cette émission. Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à votre émission Divertissement TouVision tous les samedis à 16h, les mercredis à 14h30. Merci aux techniciens, merci à Fawad, merci à Augustino, merci à Willas, merci à Eric. On se retrouve la semaine prochaine. Mais on se quitte avec ce très beau medley du groupe Kassav. À bientôt, à la semaine prochaine.